BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Si je veux qu'il parte, il partera vite fait. Ce sont les mots doux de Donald Trump à l'encontre de Jérôme Powell, le président de la Fed. Est-ce que c'est possible ou pas? Quelles en sont les conséquences? On va en parler tout de suite avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Merci d'être là et d'avoir pris le temps de nous répondre parce que vous étiez la personne idoine pour mesurer ce bras de fer entre ces deux personnalités très fortes. Je rappelle aussi que vous avez été le président du groupe justement des 10 principaux banquiers avancés à Bâle et donc vous êtes habitué à discuter avec les uns avec les autres. On va revenir sur ce duel à distance entre Jérôme Powell et Donald Trump, mais avant, comme elles sont tombées tout à l'heure, je voudrais un mot sur les prévisions du Fonds monétaire international qui tient son assemblée de printemps, une assemblée où vous avez été très souvent. Est-ce que pour vous, est-ce que vous estimez que cet abaissement des prévisions de croissance mondiale de la banque du FMI à 2,8% au lieu de 3,3%, est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Écoutez, je dirais d'abord qu'en effet, il y a sur le scénario central un ralentissement de l'économie mondiale très important que l'on retrouve d'ailleurs dans la quasi-totalité des pays, qu'ils soient avancés, que ce soit les États-Unis, qu'ils soient émergents ou que l'Europe elle-même soit concernée. Mais il n'y a pas que ça, si je puis dire. Non. Dans le message du Fonds monétaire international, il y a l'idée selon laquelle les incertitudes atteignent vraiment des sommets, ce qui fait qu'il faut prendre avec un peu de pincette, si je puis dire, les prévisions centrales, même si elles sont très mauvaises, avec un ralentissement considérable. Mais en plus, tout cela est assorti d'un élément d'incertitude considérable. Et en sus de cela, ils ont insisté aussi, et ils ont raison, sur les risques, et notamment les risques à la baisse supplémentaire ou aux difficultés supplémentaires dans le domaine financier. Je crois donc que nous sommes en présence d'une situation qui, on pouvait s'y attendre évidemment, est considérée par le FMI comme par nous tous, comme étant particulièrement difficile. Je voudrais juste citer Olivier Gourin-Chas, qui est le chef économiste du FMI, qu'on connaît bien ici, bien sûr. Nous entrons dans une période où le système économique mondial que nous connaissons depuis 80 ans est réinitialisé. Mais au-delà de cette hausse massive des droits de douane, il y a cette incertitude qui pèse fortement sur l'économie. Et si elle se maintient, elle ralentira la croissance mondiale de manière importante. Et effectivement, il a ajouté qu'il y a un problème de risque d'instabilité financière. Oui, tout à fait, tout à fait. Les risques sont très nombreux et ils sont à la baisse, si je puis dire, à la difficulté, à l'incertitude, mais l'incertitude allant dans le mauvais sens. Donc ce n'est pas étonnant, on le savait. Ce qui est encore plus étonnant, évidemment, d'un point de vue historique, c'est que c'est la première fois qu'on doit faire face à des risques considérables et à un ralentissement considérable qui sont provoqués de manière délibérée, volontaire, par un pays en particulier et par son exécutif, à savoir les États-Unis. Donc c'est tout à fait original. On peut dire en effet qu'on n'a pas vu ça depuis 100 ans, disons, pour simplifier. Oui, alors, juste pour... est-ce que vous pouvez nous préciser où vous voyez, vous, les risques d'instabilité financière ? Écoutez, le premier risque d'instabilité financière que je vois est que les États-Unis avaient l'habitude, même quand ils étaient à la source de grandes difficultés, d'agir ensuite, si vous voulez, comme l'endroit où on pouvait se réfugier parce qu'on était raisonnablement sûr que tout n'allait pas s'effondrer. Ça a été le cas en particulier avec les subprimes et avec Lehman Brothers. Après une période dramatique où ce sont les États-Unis qui déclenchent en quelque sorte la crise mondiale, ensuite, très vite, ils apparaissent comme étant une source plutôt de stabilité.
Et ce que j'ai noté, évidemment, avec une énorme appréhension, c'est que nous sommes dans un système, dans un moment maintenant, de par la volonté des États-Unis eux-mêmes, du président des États-Unis, où nous avons des difficultés importantes sur les marchés d'actions, nous avons des difficultés très importantes sur les marchés obligataires, alors que normalement, si vous voulez, il y a compensation des difficultés actions par, les obligations. Et puis en plus, il y a des collaborateurs du président des États-Unis qui font l'éloge d'un dollar beaucoup plus faible. Ce qui fait qu'on indique en quelque sorte aux investisseurs du monde entier, vous savez, vous ne pouvez pas nous faire réellement confiance parce que non seulement on a des problèmes sur les marchés d'actions ou les marchés obligataires, mais en plus, vous ne pouvez pas avoir confiance dans le dollar des États-Unis. Alors, ça, si vous voulez, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et il y a encore quelque chose d'encore plus inquiétant. Alors, évidemment, soyons prudents, parce que c'est plus des rumeurs. Enfin, aux États-Unis, elles sont extrêmement fortes. Souvenez-vous de ce tweet de Donald Trump qui a dit « Allez, c'est le moment d'acheter ». Certains disent que ces mouvements de yo-yo, notamment celui auquel nous avons assisté il y a une dizaine de jours, il a été fait exprès. C'est une manière, notamment pour les milliardaires qui entourent Donald Trump, qui ont perdu beaucoup d'argent, à l'instar d'Elon Musk, c'est une manière pour eux de, into brackets, entre guillemets, de se refaire une santé. Est-ce que vous croyez à ces possibles délits d'initiés, Jean-Claude Trichet? Est-ce que ça vous paraît vraisemblable? Je ne crois pas à un délit d'initié géant avec le président des États-Unis disant à ses amis riches, vous pouvez y aller, vous personnellement, vous pouvez y aller, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que je m'apprête à dire ceci ou cela. Ça, je n'y crois pas du tout. En revanche, nous sommes dans un univers très différent de l'univers habituel où le président dit tout en temps réel. Il y a une transparence. De ce point de vue-là, si vous voulez, la transparence est franchement inimaginable. On va dans un sens, dans un autre, en temps réel, on change d'avis, on le communique immédiatement, et ça peut permettre à certains d'essayer d'en tirer parti sur ce plan-là. Mais je n'accuse pas, si vous voulez, le système lui-même d'être délibérément orienté vers les délits d'initiés. Non, mais il l'a quand même fait. C'est plutôt une maladresse. Oui, mais enfin, pardon, il a fait ce tweet sur Truth Social, sur son réseau social, où il a dit c'est le moment d'acheter. Et après, il a pris des décisions, vous voyez? Oui, mais moi, écoutez, je mets ça au compte de l'exercice totalement brouillon et aberrant, il faut bien le dire. Il faut bien dire que nous sommes en présence de quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est complètement aberrant dans des domaines où tous les responsables sont prudents, font très attention en effet à ce qu'ils disent et à ne pas perturber des marchés qui sont eux-mêmes extrêmement volatiles et terriblement volatiles du fait de l'exécutif américain lui-même. Oui. Donc cette situation est impensable. Alors, de là à penser qu'on a affaire à des criminels organisés, je reste sur le seuil, si vous voulez. Oui. Et alors on a envie de dire que Donald Trump, c'est l'anti-Trichet, parce que vous étiez passé l'art dans le triple off, c'est-à-dire quand on vous interviewait, je m'en souviens, vous disiez, attendez, ça c'est off, 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 donc on vous appelait Monsieur Triple Off, donc c'est de l'anti-Trichet, hein. Ça c'est clair. Alors revenons justement à quelqu'un que vous connaissez très bien, Jérôme Powell, président de la Fed, il a été nommé donc en 2016 par Donald Trump et il est devenu son ennemi numéro 1. Donc je redis cette phrase, si je veux qu'il parte, il partira vite fait. C'est un immense loser. En tous les cas, on sent que... Alors il faut quand même rappeler qu'il a accusé de ne pas baisser les taux alors que l'avait fait la Banque Centrale Européenne. Comment vous voyez ce bras de fer et comment vous voyez l'attitude de Jérôme Powell? D'abord, j'ai beaucoup d'estime pour Jay Powell. Je crois qu'il a très très bien géré la poussée inflationniste
qui a marqué les États-Unis, et encore plus peut-être parce que l'économie était beaucoup plus rapide et bouillonnante que l'économie européenne, mais des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales ont fait un boulot formidable. Christine d'un côté, Jay Powell de l'autre, c'est très remarquable. Alors, il se trouve dans une situation évidemment impossible, avec une branche exécutive qui dit n'importe quoi, veut en effet qu'ils partent, c'est clair, je crois qu'on peut interpréter comme cela tout ce que l'on voit actuellement dans les tweets divers, et je suis évidemment très admiratif de la manière dont Jay essaye de gérer cela. C'est en effet très difficile. Après tout, le fait que les branches exécutives recommandent toujours aux banquiers centraux de baisser les taux, c'est assez classique, ça. Mais ça ne se passe pas nécessairement avec des menaces épouvantables et avec une visibilité, une transparence totale. Le pauvre Jay, il est en présence aux États-Unis, évidemment, des incertitudes liées aux négociations commerciales. Donc, il a lui-même énuméré les éléments d'incertitude qui font qu'il est très difficile pour la Banque centrale américaine d'être sûre qu'elle prend de bonnes décisions dans un environnement aussi incertain. Il y a le commerce, bien sûr, il y a l'immigration, et les mesures que prend le président Trump en matière d'immigration ont une incidence peuvent avoir une incidence considérable sur l'économie réelle. Il y a la politique budgétaire, avec l'ambition de donner beaucoup plus d'argent, disons, à l'économie dans des conditions qui ne sont pas encore très claires. Et puis, il y a aussi, c'est le quatrième point qu'il a mentionné, la régulation, l'ensemble des règles qui régissent et qui doivent être, en principe, tout à fait déréglementées. J'aime bien en principe, hein, en principe. On en est loin, reconnaissez. Oui, mais comme vous voyez, le trade, le commerce international, ça touche tout le monde et ça touche toute l'économie mondiale. L'immigration, la politique budgétaire américaine et la dérégulation, la déréglementation, ça, ce sont des éléments propres aux États-Unis et qui peuvent avoir une incidence énorme, évidemment. Donc je crois que Jay a eu raison de dire j'attends de voir exactement où on en est. Et c'est pas pour tout de suite. C'est ce que tous les observateurs pensent. Pardonnez-moi, tous les observateurs pensent, mais enfin, il n'en demeure pas moins que la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, je ne vais pas l'appeler Christine Lagarde, elle a baissé les taux. Vous voyez, c'est ce que justement Donald Trump reproche à Jay Powell, ou à Jérôme Powell. Il n'a pas baissé les taux alors que la BCE l'a fait. Oui, mais c'est pas le fait que la BCE soit censée commander aux États-Unis est très flatteur pour l'Europe, très flatteur pour la Banque centrale européenne et très flatteur pour l'euro. Mais les deux banques centrales sont dans des circonstances très différentes. La croissance, malheureusement, de l'économie européenne est beaucoup plus lente et laborieuse que la croissance de l'économie américaine. Nous avons des éléments, si vous voulez, objectifs qui font qu'il n'y a pas de raison qu'on ait exactement les mêmes attitudes et les mêmes décisions prises des deux côtés de l'Atlantique. L'inflation en Europe, aussi bien l'inflation apparente que l'inflation sous-jacente, est un peu plus faible qu'aux États-Unis. Et aussi, les anticipations d'inflation sont meilleures du point de vue, si vous voulez, de l'objectif qui est, comme vous le savez, d'arriver à avoir autour de 2% à moyen terme. Donc, il n'est pas du tout étonnant que la Banque centrale européenne ait abaissé ses taux alors que les Américains n'abaissaient pas les taux. Alors, d'abord, une question peut-être un peu plus personnelle. Vous-même, lorsque vous étiez président de la Banque centrale européenne, on vous a reproché, on vous le reproche encore, de ne pas avoir baissé suffisamment les taux d'intérêt et justement que ça a entraîné un peu une récession. Vous étiez sous pression, j'ai envie de dire, presque aussi forte que celle que subit aujourd'hui Jay Powell. Comment est-ce qu'on fait pour résister ? Non, d'abord, je n'étais pas sous une pression analogue à celle de Jay Powell. Personne ne remettait en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne. Non, c'est vrai. Personne ne pouvait d'ailleurs la remettre en cause parce que nous étions enfin, il y avait une pression des politiques très forte. Il y avait une pression très forte. Bien entendu. Les politiques, si vous voulez, certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux ont le sentiment, parce qu'ils ne raisonnent pas nécessairement dans une perspective
plus complète, si vous voulez, ont le sentiment que avec la baguette magique des taux à court terme, les taux que manie la Banque centrale, on peut tout faire. Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, on peut faire des choses à court terme, mais les taux d'intérêt à moyen et à long terme, eux, ils sont le fruit, si vous voulez, des décisions décentralisées des investisseurs, des épargnants, des acteurs et des participants du marché. Même, et donc, oui, pardon, allez-y. Je vous en prie, je vous en prie. Non, même parce que il se passe aussi un tout petit peu le même, parce que la question c'est savoir si justement Donald Trump, il peut limoger ou pas Jay Powell. C'est un peu la question. Non, répond Jérôme Powell, sauf s'il y a des causes sérieuses, et puis sauf si, en fait, il y a d'autres banquiers centraux, mais qui, sur le territoire américain, qui remettent en cause justement les décisions de Jay Powell. À la limite, c'est un peu ce qui pouvait se passer au niveau de la Banque centrale européenne, parfois notamment avec la Bundesbank, la banque centrale allemande. C'est quelque chose, on est un peu dans des situations parallèles, non, Jean-Claude Trichet? Si vous voulez, toutes les banques centrales du monde prennent leurs décisions, non pas sur la base d'un dictateur qui dicte les décisions et qui serait le président ou la chair, comme on dit aux États-Unis, mais sur la base de décisions collégiales, collectives. J'ai connu moi-même, évidemment, des moments où nous avions des pour et des contre. Et il appartient au président de faire en sorte que, d'abord, tout le monde puisse faire valoir ses positions. C'est très important que chacun, qu'il n'y ait pas de frustration, mais que émerge mais la reconnaissez, Jean-Claude Trichet, il y a prescription. Oui, mais il y a prescription, donc on sait comment ça fonctionne, mais il y a prescription. Il y a des moments où vous avez été contesté quand même en tant que président de la Banque centrale européenne. Vous avez été contesté en interne, notamment par les Allemands. Comme lui peut-être l'être, c'est ça qui peut peut-être fragiliser Jay Powell. Écoutez, je ne dirais pas que j'ai été contesté en tant que personne. Non, bien sûr, président, clairement, il y a eu, et c'est normal, ce sont des décisions extrêmement importantes. Il est normal que tout le monde ne soit pas du même avis, non seulement parce que tout le monde n'a pas exactement la même vision des choses, tout le monde n'a pas exactement les mêmes références, si vous voulez, et c'est cette sagesse collégiale qu'il faut préserver. Donc je n'étais pas spécialement mécontent lorsque nous n'étions pas tous exactement sur la même ligne. Il est normal qu'il y ait des lignes différentes, il est normal qu'on en discute de manière aussi approfondie que possible. L'idéal, c'est d'arriver ensuite à un consensus ou à une décision. Est-ce que vous pensez qu'il est menacé, Jay Powell? Mais il n'est jamais très facile lorsqu'on est en présence, si vous voulez, d'un exécutif unique. Quand on parle de la Banque centrale européenne, vous vous rendez compte qu'on a plusieurs gouvernements en face, pas un seul gouvernement. Bien sûr, il y a le Conseil lui-même, mais ce n'est pas encore une entité fédérale. Ça le deviendra peut-être. Aux États-Unis, il est clair que si vous avez un pouvoir exécutif qui veut votre peau, ça ne rend pas votre tâche facile. Mais j'appellerai votre attention sur 2 points. D'abord, dans la Constitution américaine, ce n'est pas l'exécutif qui commande à la Banque centrale. En fait, la loi, c'est la loi, c'est-à-dire le Congrès. Le Congrès définit la loi qui donne, en principe, les instructions à la Banque centrale. Donc, a priori, si vous voulez, Jay Powell est protégé de l'ire du président des États-Unis par le Congrès, me semble-t-il. Et j'ai assez confiance dans beaucoup de membres du Congrès pour qu'ils se disent ne laissons pas abîmer un actif américain très important qui est la crédibilité, la confiance que l'on peut avoir dans la Banque centrale. Oui, mais Donald Trump l'a fait à 2 reprises. Il a quand même, justement, des gens qui étaient inamovibles. Il a jugé qu'il y avait des causes sérieuses. Alors, après, la Cour suprême a été saisie, mais il est majoritaire partout, Donald Trump. C'est quand même ça le problème. Oui, mais il a dit aussi qu'il voulait conquérir le Canada, qui deviendrait le énième État des États-Unis. Il n'est pas majoritaire au Canada. Il n'est pas majoritaire. Il a dit aussi qu'il voulait... Pardon ? Il n'est pas majoritaire au Canada. Parce qu'il non, n'est pas mais canadien. Il a une armée. Il a une armée, si vous voulez. Bon, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il va faire quelque chose que ça se réalise
nécessairement, et certainement pas, à mon avis, quand il est en présence d'une institution qui dépend du Congrès, c'est-à-dire d'une autre institution politique. Oui, mais enfin, alors, on va voir ce qui va se passer. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, pardon Jean-Claude Trichet, ce qu'on peut dire, parce que là, on voit bien que tout ça est très instable avec Donald Trump, et comme vous le disiez au début, on est dans une crise politique, et on n'est pas dans une crise financière au début. Mais on voit bien que ça a eu un impact sur les bourses, même les bourses européennes, que ce bras de fer entre Jay Powell et Donald Trump, ça inquiète les marchés, ça inquiète beaucoup les marchés, que toutes ces incertitudes dont on a parlé, mentionnées et confirmées par le FMI, on est dans une situation très fragile, non? Toute incertitude, tout affaiblissement d'une institution comme la Banque centrale américaine ou d'autres, qui a fait ses preuves, qui existe, est indépendante depuis longtemps, et encore une fois, je le disais, a fait un travail absolument remarquable de reprise de contrôle de la stabilité des prix au cours de la période la plus récente. Tout affaiblissement de cette institution, évidemment, se traduit par des difficultés financières. L'ensemble des opérateurs, l'ensemble des participants du marché ont besoin d'avoir une institution bancaire, de banque centrale, qui est crédible. Donc, ce n'est pas du tout étonnant, mais je ne mets pas ça au débit de la Banque centrale, je mets ça à son crédit, si vous voulez. Au contraire. Est-ce que vous pensez qu'on va vers la fin, parce que vous-même vous l'avez dit, Donald Trump l'a dit, il veut baisser le dollar parce qu'il veut tout ce qui est bon pour l'Amérique. Est-ce qu'on va un peu vers la fin de l'hégémonie du roi dollar? Parce qu'on voit bien, il y a encore des secteurs entiers de l'économie, que ce soit l'énergie, l'aéronautique et plein d'autres. En plus, c'était une valeur refuge, mais maintenant c'est moins le cas. Est-ce que vous pensez que vous qui êtes, c'est vous qui avez créé l'euro, enfin vous n'étiez pas seul, mais enfin vous étiez à la tête de la Banque centrale européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a que c'est un peu la fin du roi dollar? Non, je n'étais pas seul. Alors, si je regarde, si vous voulez, je remets en perspective. Lorsque l'euro a été créé, le dollar représentait, je simplifie, à peu près 70%, disons, des réserves de change ou des indicateurs sur l'ensemble des marchés financiers. Il est maintenant à 60%. Donc, vous voyez, vous avez une tendance à une baisse lente, progressive, pas monumentale, mais enfin 70 à 60 en 25 ans, ce n'est quand même pas rien. Le but de l'euro, ce n'est pas nécessairement de se substituer au dollar des États-Unis. Le but de l'euro, c'est de rendre le meilleur service possible aux Européens. Bien entendu, de jouer le jeu, disons, de la coopération internationale. Mais alors, répondez à ma question. Au total, il est clair que personne n'a intérêt à un effondrement du dollar des États-Unis. Et évidemment pas les États-Unis eux-mêmes. Donc, normalement, si vous voulez, on n'entend pas les États-Unis dire on veut un dollar faible. Et Trump ses collaborateurs, lui-même, il faudrait regarder de près ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait l'éloge du dollar faible. Ou alors, il a peut-être fait aussi l'éloge du dollar fort. Enfin, il joue un peu sur tous les tableaux. Mais il a des collaborateurs qui, en effet, disent on devrait avoir un dollar plus faible. Quand il s'agit de la première monnaie du monde et que personne ne peut réellement documenter qu'il y a une force anormale du dollar des États-Unis, c'est évidemment aberrant. Et je n'ai pas entendu d'exécutif américain responsable dire, encore une fois, ce qui n'a pas été nécessairement dit par Trump, mais par ses collaborateurs. Mais de la même manière, si vous voulez, l'exécutif normalement dit qu'il se félicite que la Banque centrale soit indépendante et inspire confiance à l'ensemble de ceux qui font confiance aux États-Unis. Une question. Enfin, on est en présence d'un exécutif aberrant, c'est clair. Un exécutif aberrant. Une question, Donald Trump, pas sur Donald Trump justement, je voudrais revenir sur la France, Jean-Claude Trichet. Le patriotisme économique, est-ce que c'est quelque chose qui sonne agréablement à votre oreille ou est-ce que pour vous c'est un peu un non-sens, ça n'a pas beaucoup de signification? Tous ceux qui ont une... Ah, du coup on vous perd, je ne sais pas si c'est le... On vous dans le domaine de l'exécutif ou du Parlement ou de la Banque centrale,
ont un objectif qui est évidemment de rendre le meilleur service possible à nos concitoyens, c'est-à-dire prospérité, stabilité dans une perspective de moyen et long terme. Donc oui, bien entendu, patriotisme. Oui. Mais à partir du moment... Est-ce que c'est le rôle des entreprises? Est-ce que c'est le rôle des entreprises, Jean-Claude Trichet? Pas évident. Les entreprises elles-mêmes doivent être aussi attentives que possible à se bien gérer, à ce qu'au total, elles créent le plus d'emplois possible, elles puissent enrichir, disons, leur environnement naturel. Bien entendu, patriotisme, je le replace dans le contexte européen, puisque nous avons un marché unique, une monnaie unique et des ambitions européennes communes, si vous voulez. Donc nous sommes, en effet, moi je suis tout à fait pour le patriotisme européen, dont le patriotisme français est un élément. Oui. Et toute dernière question, est-ce que si vous étiez encore aux commandes, mais cette fois-ci pas de la BCE, mais peut-être de la Commission européenne, est-ce que vous trouvez qu'il faut, avec Donald Trump, parce que vous dites on est face à un exécutif aberrant, je vous cite, est-ce qu'il faut avoir des moyens de riposte très forts? Est-ce qu'il faut une riposte forte ou alors il faut négocier? Moi, je peux dire, parce que je suis libre, que l'exécutif américain est aberrant. Oui. Je ne le recommanderai pas à ceux qui ont actuellement, au moment où nous parlons, des responsabilités importantes, aussi bien en Europe qu'en France. Mais je crois pouvoir le dire, parce qu'après tout, encore une fois, j'ai la chance, disons, d'être un observateur. Alors, je pense que les Européens, particulièrement, doivent bien montrer qu'ils peuvent prendre eux aussi n'importe quelle décision dans leur intérêt. Ils ne doivent pas se considérer comme étant inhibés par rapport aux États-Unis, timides par rapport aux États-Unis. Je pense que jusqu'à présent, ce qui s'est passé va plutôt dans le bon sens. Mais encore une fois, ma recommandation serait ne pas hésiter, de la même manière que les États-Unis maintiennent une imprévisibilité de leur propre système de décision, nous devons toujours donner l'impression que nous sommes capables de prendre toutes les décisions, même les plus audacieuses, dès lors qu'elles sont dans notre intérêt. Œil pour œil, dent pour dent, hein, grosso modo, on peut dire ça comme ça. Mais en tous les cas, on a bien compris, il ne faut pas être inhibé et il faut, à la limite, avoir le même type de riposte que ce que fait, même type de décision que ce que fait Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, était notre invité. Merci pour tous ces propos assez forts. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.